apporter votre regard. Voilà, donc nous voilà de retour, chers téléspectateurs. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous le Dr Taoufik Aklimardous, analyste politique. Bonsoir, Dr Taoufik. J'ai évoqué tout à l'heure les principaux dossiers dont nous allons parler ce soir, commençant bien sûr par le dossier syrien qui est toujours à la une de l'actualité internationale. Les déclarations de Staffan de Mistura qui juge que demain les négociations sur la Syrie qui devraient reprendre à Genève seraient très cruciales et qu'ils sont inquiets aux États-Unis, à Washington surtout, et de même que le président américain, de la poursuite de l'offensive du régime de Bachar al-Assad à Alep, également avec le soutien de la Russie. Comment vous analysez cette phrase de la part de Staffan de Mistura? Écoutez, je ne connais pas les derniers développements, mais j'ai un petit background. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé les 48 dernières heures sur le terrain, mais j'ai un petit background. Le rapport de force en Syrie s'est rééquilibré en faveur du régime syrien suite à l'intervention russe, à une intervention massive iranienne aussi. Une intervention aérienne très percutante, dirais-je, des Russes, plus aussi un travail de collecte de renseignements russe assez efficace, et une intervention sur le terrain des forces iraniennes. Et le fait que... alors il y a d'une part une inconnue, parce que les Russes, les Iraniens et les Syriens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et donc on ne sait pas exactement si les Russes vont réussir, qui sont ceux qui veulent une solution politique le plus vite, vont réussir à faire entendre raison aux deux autres. Du point de vue américain, je veux dire. Je ne dis pas au sens que les Russes ont raison et les autres ont tort. Il y a ceci. Il y a le fait que maintenant que la situation est beaucoup moins dangereuse, dirais-je, ou nettement meilleure pour le régime sur le terrain, il est moins enclin à faire des concessions. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il doit en faire ou qu'il ne doit pas en faire, je ne prends pas position, mais il y a qu'en général, le président Assad est un monsieur connu pour ne pas aimer faire de concessions, même quand il doit en faire. Il est très, je dirais, rigide et intransigeant. Et maintenant que sa situation sur le terrain est meilleure, la pression sur lui est affaire. Il y a un autre développement extrêmement important qui est l'initiative prise par les Kurdes qui ont entendu apparemment dans les airs le mot fédération et qui ont annoncé la création de leur propre d'une région ou d'une fédération kurde. Je ne sais pas quelle est la formule qu'ils ont employée, mais dans les cartes qu'ils ont données, cette fédération, cette zone kurde arrive jusqu'à la mer. Or, historiquement, le Kurdistan n'arrive pas jusqu'à la mer. Donc on ne sait pas exactement s'ils sont arrivés à un accord avec les autres habitants ou si c'est un projet guerrier. Personne n'est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, ce projet kurde risque d'entraîner une réaction turque extrêmement violente, sans parler de la réaction du régime. Enfin, Washington a surtout peur des réactions les Kurdes, plutôt, ne figuraient pas, les représentants kurdes n'ont pas figuré parmi les listes qui ont été choisies pour les négociations indirectes. C'est un autre problème. Oui, tout à fait. Donc c'était à cet égard qu'ils ont décidé que c'était le moment opportun pour commencer à parler d'une autonomie, d'une autodétermination. Oui, c'est un moment historique pour eux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. J'ai beaucoup de sympathie pour les revendications kurdes, mais cette initiative qu'on comprend, pour toutes les raisons, c'est la principale force sur le terrain jusqu'à maintenant à s'opposer à Daesh, c'est l'armée qui a obtenu le plus de succès, etc., etc. Et on l'avait oublié dans les négociations, mais là, elle crée un problème majeur quand même, puisqu'elle a pris une initiative que ni les Turcs, ni le régime syrien ne peuvent accepter. Et donc, je ne sais pas où ils en sont dans les tractations, mais il y a plusieurs problèmes. Oui. Et est-ce que vous pensez, Dr Taoufik, que sur le terrain, la situation est encore un peu plus calme, bien que les médias occidentaux ont surtout parlé d'un retrait assez partiel de la part de la Russie et parlant aussi que la Russie n'avait pas atteint tous ses objectifs lors de son intervention en Syrie? Alors moi, je ne crois plus les médias occidentaux, je le dis peut-être trop méchamment, mais sur les questions des intentions russes. Quand le président Obama, pour vous donner un exemple, me dit qu'il est très content que les Russes soient intervenus parce qu'ils vont s'enliser comme en Afghanistan, il croit que lui se rappelle l'Afghanistan et que les Russes ont oublié. Je crois que les Russes sont très conscients de l'enlisement. En plus, les Russes ont leur propre agenda en tête.
qui comporte entre autres donc la sauvegarde de l'État syrien avant la sauvegarde du président, et qui comporte à terme un accord avec les Saoudiens sur plusieurs sujets. Et ce n'est pas tout à fait le même agenda que l'agenda du président syrien ou des autorités iraniennes. Donc je pense que ce retrait, quand on voit d'abord, est à la fois réel, mais n'exclut pas un retour très rapide, et il est très loin d'être partiel. Moi, je crois que les Russes ont atteint leurs objectifs. D'accord. Et si on parlait des négociations de demain, qui devraient reprendre encore une fois à Genève, est-ce que vous êtes optimiste sur le résultat de ces négociations en général? Va-t-on aboutir encore une fois au même résultat à Genève 1 et Genève 2? Écoutez, je ne connais pas le dossier, mais je suis enclin à être pessimiste. C'est-à-dire, le rapport, apparemment, aucune des parties n'est assez fatiguée pour faire les concessions nécessaires. Ce qui est très étonnant après 5 ans de guerre absolument infernale. Et j'espère très franchement me tromper. Une question qui se pose toujours, Dr Tawfi, finalement, pour achever ce dossier syrien brièvement. Comment peut-on penser de l'avenir du président syrien Bachar el-Assad? Là, vous me posez une question personnelle. Je pense qu'il doit s'en aller, mais ça c'est mon avis personnel. Si on parlait des tendances internationales... Les tendances internationales sont... Alors il y a un accord minimal sur le fait qu'il ne doit pas s'en aller tout de suite, avec des gens qui le disent ouvertement et des gens qui doivent rester quelque temps, et des gens qui préfèrent que ça ne soit pas dit mais qui ont accepté l'idée qu'il devait rester. Il y a à cela plusieurs raisons. C'est qu'on a très peur qu'un départ du président Assad entraîne un effet, avant un règlement, entraîne un effet cataclysmique et de nouveaux massacres de très grande ampleur. C'est-à-dire que ce sera plutôt une boule de neige qui devient, s'il n'y a pas eu un règlement, une stabilisation avant, que ce soit un préalable, que les conséquences soient désastreuses en termes de guerre communautaire ou de massacres ici et là, de purification ethnique, etc. Donc tout le monde, et il y a aussi l'idée qu'on a quand même besoin d'une armée syrienne forte, et qu'un départ trop rapide de l'Assad peut détruire l'armée syrienne. Et qu'on a besoin de l'armée syrienne au moins contre Daesh. Et ça, je crois que même les Américains le pensent. Et que donc toute l'idée serait d'essayer d'obtenir que Assad et la communauté alaouite, je ne l'aimais pas tout à fait la même chose, acceptent une restructuration de l'armée syrienne pour la rendre, soi-disant, pour la restructurer, pour modifier les équilibres communautaires et ethniques en son intérieur. Mais là, vous avez besoin qu'ils soient en place. Donc, si vous voulez, pour reprendre une formule que j'ai entendue dans une bouche d'un diplomate bien placé, tout le monde est d'accord sur qui fait partie des négociations, qui fait partie du théâtre. Beaucoup de gens pensent que le président Assad doit partir à un moment donné et que ce n'est pas tout de suite. Alors quand? On va voir. On va voir, d'accord. En tout cas, on va s'arrêter, chers téléspectateurs, quelques instants pour accueillir notre invité également, Dr Ali Darhom, analyste politique. Je vous laisse de suite avec ce commentaire à suivre, très intéressant sur les dernières révélations qui ont été publiées par le journal allemand Süddeutsche Zeitung, qui parle toujours des révélations sur l'affaire de Panama Papers, les personnalités de gros plans qui sont inclus et que s'est-il passé, qui sont ces personnalités, pourquoi cette fraude fiscale, c'est ce que nous allons savoir en détail dans ce commentaire. On vient de suite avec nos invités pour parler en détail de l'affaire de Panama Papers. Les agents secrets et leurs indicateurs ont utilisé dans une large mesure les services du cabinet panamien, écrit le quotidien de Süddeutsche Zeitung. Selon le journal, des agents ont pu ouvrir des sociétés pour dissimuler leur action. Parmi eux figurent également des intermédiaires proches de la CIA, la centrale de renseignement américaine. Dans la clientèle de Mossack Fonseca figurent ainsi quelques acteurs des ventes secrètes d'armes à l'Iran dans les années 1980, un scandale portant sur des ventes secrètes d'armes américaines à Téhéran, visant à faire libérer des otages américains au Liban et à aider financièrement les contrats nicaraguayens, affirme le journal. Les Panama Papers montrent encore que d'actuels ou d'anciens responsables de haut rang des services secrets d'au moins 3 pays, l'Arabie Saoudite, la Colombie et le Rwanda, figurent parmi les clients du sulfureux cabinet panamien, écrit encore le journal allemand.
Parmi eux, le Cheikh Kamel Adham, ancien responsable des renseignements saoudiens, décédé en 1999 et qui passait pour être dans les années 70 l'un des principaux interlocuteurs de la CIA au Moyen-Orient, affirme le quotidien munichois. Deuxième quotidien d'Allemagne en termes de vente, a reçu d'un informateur anonyme plus de 11 millions de documents issus du cabinet d'avocats panamien Mossack Fonseca et qui mettent en lumière les secrets financiers les riches et puissants du monde entier. Le quotidien libéral de gauche a partagé cette mine d'informations avec le consortium international des journalistes d'investigation qui regroupe plusieurs dizaines d'organes dans le monde.